Madame, Messieurs, bienvenue dans ce plateau spécial sur Gabon 24 consacré à la journée africaine de la décentralisation et du développement du territoire. Une journée instituée en juin 2014 par l'Union africaine et dont la commémoration cette année a pour thème la contribution des arts, de la culture et du patrimoine au développement durable des villes et des territoires africains. Quel est l'intérêt pour le Gabon de commémorer cette journée et quels sont les objectifs visés par la dite journée? Les réponses est avec vous, Mathias Otunga Osibadjo. Vous êtes ministre gabonais de la décentralisation, de la cohésion et du développement des territoires. Bienvenue dans ce plateau spécial, monsieur le ministre. Merci, madame. Merci. Alors, pour commencer, monsieur le ministre, parlez-nous de cette journée. Qu'est-ce qu'elle vise, entre autres? Quels sont ses objectifs? Alors, cette journée a été instituée par l'Union africaine, comme vous le voyez, pour encourager et faire la promotion de la politique publique de décentralisation en Afrique. Pourquoi cette nécessité? Parce que la décentralisation est une composante incontournable. Pour paraphraser le président Ali Bongo Ndimba, je dirais que ce n'est pas une option, c'est une nécessité. Parce que la décentralisation fait la promotion du développement par le bas. Alors, qu'est-ce que, peut-être pour revenir sur la thématique, comment les arts et la culture peuvent-ils contribuer au développement durable des villes et des territoires? Alors, la décentralisation s'apparente un peu au fédéralisme. Oui. Il s'agit pour l'État central de céder des pans entiers de sa puissance. Même si c'est différent du fédéralisme quand même, il faut La le préciser. différence tient effectivement au degré de liberté que l'on confère aux exécutifs locaux. Alors, dans ce mode de gestion de l'État, dans la décentralisation, les États locaux, enfin les collectivités locales, que seront chez nous au Gabon les communes et les conseils départementaux, Oui. ils participent à la gestion de l'État. Et l'État, par ce biais, veut pousser les collectivités locales, les communautés locales à s'exprimer et à participer activement au développement. Et vous savez qu'une collectivité locale, c'est un territoire, c'est aussi une population, c'est des us et coutumes, c'est des traditions. Et donc, c'est tout ça là qui fait le développement du pays. Donc, la décentralisation ne peut pas se faire sans les arts et la culture. Les arts et la culture, c'est la manière dont une communauté s'exprime au quotidien. Et donc, pour que cette communauté participe activement à la formation de l'économie du pays, à la formation du pays, il faut qu'il y ait la reconnaissance d'un certain nombre de pratiques coutumières. Et l'art, la culture de chacun de nos territoires fait la diversité et la richesse du pays. Alors l'art et la culture, monsieur le ministre, sont donc d'excellents leviers, comme vous le disiez, pour l'inclusion sociale et donc des leviers de cohésion, également un pan de votre département ministériel. Mais comment vous, ministre de la décentralisation gabonais, vous les mettez à profit concrètement au Gabon? Alors, le ministre de la décentralisation n'est pas le ministre de la culture. Bien sûr. Le ministre de la décentralisation met en amont les conditions à travers lesquelles le ministre de la culture va faire prévaloir et faire valoir les cultures locales. Alors, concrètement, comment ça va se passer? Concrètement, nous allons étudier la possibilité pour le ministre de la Culture d'installer au sein des collectivités locales des services chargés de diffuser la culture. Et vous savez que la culture a un lien étroit avec le tourisme, avec le développement éducatif. Et donc, nous préparons, nous, la politique publique qui conduit à transférer au sein des communes et des collectivités des services, par exemple, culturels, des services touristiques. Est-ce que c'est la même chose qui se passe également lorsqu'on parle aujourd'hui de plus en plus d'identité de la ville, de marketing territorial? Est-ce que là également, vous avez une stratégie pour accompagner les ministères de tutelle, peut-être du tourisme, à mettre en place ce marketing territorial? Effectivement, notre rôle à nous, c'est un peu de tracer la route au ministère sectoriel. Pour ce qui est du ministère du Tourisme, par exemple, nous allons conduire à installer dans les collectivités locales des offices de tourisme qui sont des véhicules à travers lesquels la culture se vend en dehors du terrain local. Et donc, vous voyez comme ça que nous, quand nous parlons de tourisme, souvent on pense aux touristes qui viennent de l'extérieur pour découvrir le pays. Mais l'individu qui quitte sa province natale, qui va dans une autre province, est déjà un touriste. L'individu qui quitte son village, qui va dans un autre village, c'est déjà un touriste parce qu'il va découvrir d'autres réalités qui ne sont pas forcément
celle qu'il vit. Est-ce que vous avez déjà réfléchi à des marques déposées par province, par exemple? Pour l'Angounié, ce serait quoi? Pour le Haut-Ogooué, ce serait quoi? Alors, la notion de terroir, c'est une notion fondamentale. Effectivement, à travers la cohésion, le but, c'est de faire en sorte que chaque collectivité, chaque territoire, on parle de territoire en décentralisation, parce que le territoire national est composé d'un certain nombre de territoires. C'est donc pour que chaque territoire fasse valoir sa particularité. Et là, est-ce qu'on peut déjà faire ressortir certaines particularités en fonction des 9 provinces, sinon des territoires que compte le Gabon? Alors, comme je le disais tout à l'heure, ce sera à chaque ministre sectoriel de faire valoir son aspect technique. Finalement, est-ce que cette journée de la décentralisation peut avoir une réelle portée au niveau du Gabon alors que nous sommes encore en plein processus de mise en place de la décentralisation qui n'est pas encore véritablement abouti? Est-ce que ce n'est pas mettre la charrue avant les bœufs? La décentralisation est déjà au Gabon, si je peux m'exprimer ainsi, parce que qui dit décentralisation dit commune, et nous, la réalité communale au Gabon, on la connaît depuis 1849, avec l'installation du premier maire Luango à Libreville. Maintenant, la décentralisation, comme je l'explique, c'est un processus permanent, long, et qui ne s'arrête plus. Et où en êtes-vous dans ce processus, dans l'élaboration de ce processus? Parce que, monsieur le ministre, vous conviendrez avec moi qu'on en parle quand même depuis des années déjà. Alors, je consens avec vous que la décentralisation est restée beaucoup plus une vue d'esprit pendant longtemps. Oui. Et le président Ali Bongo Ondimba est celui qui a vraiment marqué le déclenchement du processus. La décentralisation, dans son expression actuelle, on peut la dater des accords de Paris, au cours desquels la classe politique à laquelle a participé activement le président Ali Bongo Ondimba, vous vous souvenez de l'époque des rénovateurs, a décidé d'adopter une loi sur la décentralisation en 1994, juste au sortir des accords de Paris. Cette loi est une loi extrêmement ambitieuse qui prévoyait que chaque village devienne une commune rurale. Et à l'usage, on s'est rendu compte que si chaque village du Gabon devenait une commune, dotée d'une administration, il faudrait donc beaucoup de ressources humaines et beaucoup de ressources financières. Et donc, la loi a eu du mal à être appliquée. Elle est un peu tombée en désuétude. D'accord. Il a fallu attendre l'arrivée du président Ali Bongo Ondimba pour qu'en 2015, elle soit révisée, pour l'expurger des lourdeurs qui faisaient qu'elle aurait du mal à être appliquée. Et donc, aujourd'hui, que prévoit cette loi sur la décentralisation? Elle prévoit le transfert de compétences. Avec le transfert de compétences, elle prévoit le transfert de moyens, moyens humains, moyens financiers, moyens meubles et immeubles. Quels sont finalement les organes aussi qui vont être impliqués dans cette décentralisation et combien d'entre eux sont déjà en place? Alors, la décentralisation, je vous le disais, c'est la réaffirmation de la nécessité de partir du bas. Oui. Et donc, sur le plan local, la loi a prévu des commissions provinciales. D'accord. Qui sont dirigés par les gouverneurs de province. Comment elles vont fonctionner? Est-ce qu'il y aura des gouverneurs avec tous leurs conseils départementaux? Alors, les conseils départementaux et communaux se retrouvent autour du gouverneur, examinent leurs besoins en service et le gouverneur nous remonte ces informations parce qu'il faut quand même harmoniser sur l'ensemble du pays. Bien sûr. Alors, l'harmonisation se fait au sein d'une commission qui s'appelle le comité technique de décentralisation. D'accord. Ce comité technique, sous la conduite du ministre chargé de la décentralisation, réunit les directeurs généraux des différents services proposés à transfert, avec un certain nombre de directeurs généraux des administrations régaliennes comme le budget, comme les autres. Oui. Et ce comité technique prépare les textes qui vont être soumis à la grande commission nationale de la décentralisation. La commission nationale est présidée par Madame le Premier ministre, par le Premier ministre chef du gouvernement. Et la commission nationale a pour mission de traduire maintenant en texte ces besoins qui sont partis des commissions provinciales qui ont été formalisés par le comité technique. Et donc la commission nationale prépare les différents textes qui vont être signés par le président de la République et qui vont constater le transfert effectif d'un certain nombre de services. Monsieur le ministre, certains pensent que si le projet de décentralisation au Gabon tarde tant à se concrétiser, c'est parce que le pouvoir central veut toujours avoir la main mise sur les organes locaux. Est-ce que ce n'est pas aussi le problème de fond?
Bon, Est-ce que le Gabon est prêt finalement mais je pense que le Gabon est prêt. à aller vers la Et décentralisation? le président de la République n'a pas arrêté de secouer cette toute-puissance de l'administration centrale qui a tendance à tirer Oui. sur le frein à main. Vous vous souvenez que d'abord, le président de la République a poussé à l'adoption d'une nouvelle loi organique en 2015. 15. Ensuite, il a secoué un peu en 2018 en réunissant à Franceville l'ensemble des fonctions d'autorité de l'État et en lançant le fonds d'initiative départementale. Et plus tard, en 2019, quand il a vu que la mayonnaise ne prenait pas, il a créé un ministère tout dédié que j'ai aujourd'hui l'honneur d'occuper. Donc, à chaque étape, oui, on a comme l'impression qu'il y a une force d'inertie de l'administration centrale qui pense à tort que la décentralisation pourrait se traduire par sa baisse en puissance. Mais ce n'est pas vrai parce que la décentralisation, c'est une répartition de compétences qui va pousser l'administration centrale à se concentrer sur des fonctions centrales et confier à l'administration locale la gestion des services de proximité. Et justement, quelles sont ses prérogatives? Cette gestion des services de proximité, comment se fera-t-elle? Quelles sont les prérogatives finalement qui seront transférées aux administrations décentralisées? Alors, la loi prévoit des exceptions qui sont les fonctions régaliennes de l'État à peu près, la diplomatie, la sécurité, la défense. Ça sont des questions qui ne pourront pas être transférées. En dehors de ces aspects, tout est transférable. Donc même la direction du budget pourra se retrouver transférée, la direction générale du budget? Bon, la direction générale du budget, ça fait partie des organes centraux, je dirais. Par contre, mais aujourd'hui, il y a un aspect de la gestion des finances qui est déjà transféré aux communes et aux collectivités locales. La direction générale du budget va conserver son rôle de tutelle, de contrôle, parce que vous savez qu'il y a deux principes qui président à la conduite de la décentralisation. Il y a le premier principe constitutionnel de libre gestion des collectivités locales, mais il y a le deuxième principe de tutelle qui fait que l'État, en transférant une partie de ses moyens, une partie de ses compétences, garde le contrôle. Pourquoi? Pour s'assurer que les moyens qui sont mis à la disposition des collectivités locales sont utilisés dans l'intérêt du bien public, dans l'intérêt de tout le monde, et ne servent pas à des intérêts particuliers. Est-ce qu'il y aurait des audits aussi à ce niveau-là dans le transfert de prérogatives? Mais qui dit contrôle de tutelle, oui, dit aussi audit éventuel. Oui. Effectivement, on sait, Monsieur le ministre, que tous les départements au niveau du Gabon ne présentent pas les mêmes potentialités de développement. Il y en a qui sont très pauvres. Et je vous passe les détails, vous en avez certainement quelques exemples. Qu'est-ce que la décentralisation va concrètement changer pour ces localités-là? Alors, pour ces localités, la décentralisation, vous savez, elle consiste à faire en sorte que chacune des localités soit obligée d'aller chercher dans ses tréfonds pour trouver les moyens de s'arrimer au développement du pays. Alors moi, je suis de ceux qui pensent qu'il n'y a pas au Gabon une province pauvre. Parce que chacune de nos provinces, chacun de nos départements, chacune de nos communes dispose des atouts. C'est que l'économiste Ricardo appelait la théorie des avantages comparatifs. Si vous prenez, par exemple, un coin comme Onga, chez moi, Onga pourrait, entre Onga et le Koni, on pourrait installer une grande centrale solaire qui produirait de l'énergie propre pour une bonne partie du pays. Onga est l'un des endroits, il y a deux au Gabon, qui peuvent, par exemple, faire la culture du café arabica. C'est Onga et Mimongo. Donc, chacun de nos territoires sera obligé, parce que comme les collectivités sont conduites par des exécutifs élus, mais chaque exécutif sera obligé de se battre pour présenter aux prochaines élections un bilan positif. Et partant de ces atouts, partant de l'appui de l'État, partant des services techniques dont ils disposeront demain, chacun, normalement, devrait pouvoir, chaque département devrait pouvoir bien s'arrimer au développement, contribuer à la formation du produit intérieur brut, contribuer à la croissance,
à la création des emplois et donc à l'amélioration des conditions de vie. Est-ce que finalement c'est également aux localités de proposer des stratégies de développement? Vous parliez tout à l'heure d'Onga, mais il y en a plein d'autres. On peut citer Mekambo, on peut citer d'autres qui ont également des richesses du sous-sol inexploitées encore aujourd'hui. Est-ce que ce sont les localités qui présenteront ou est-ce que c'est l'État qui va faire une sorte de tableau de bord et permettre à ces localités-là de se développer? Alors, plus la décentralisation va prendre corps, plus l'État va se concentrer sur son rôle de régulateur. Oui. Toutefois, l'État, à travers le ministère de la décentralisation, pourra aider chaque commune, chaque collectivité à développer, à mettre en place un plan de développement local. Les services techniques dont ils vont être dotés permettront à ces entités de continuer à œuvrer pour la mise en œuvre de ce plan de développement local. Et vous voyez que quand on regarde chez le voisin camerounais ou bien ailleurs, on voit que la région, la collectivité locale devient véritablement un opérateur économique et ne se contente plus d'attendre que l'État apporte une subvention budgétaire. Il y a également, Monsieur le ministre, la question de la ressource humaine. Où ces collectivités-là vont trouver la ressource importante pour développer finalement l'intérieur du pays? C'est donc l'un des aspects de notre compétence en nous, ministère de la décentralisation. Nous sommes en train de réfléchir à la définition de qu'est-ce que sera cette fonction publique locale, ces fonctionnaires-là. Il y a des pistes de solutions. La première des pistes, c'est de constater que la fonction publique nationale est pléthorique. Et donc, les ressources humaines sont disponibles. Maintenant, il faut trouver l'articulation entre le statut de fonctionnaire et le statut de fonctionnaire local. Et c'est à cela que nous réfléchissons. Actuellement. On vous a vu récemment faire le tour de plusieurs provinces du Gabon. Qu'est-ce qui ressort de ce périple, Monsieur le ministre? Alors, il ressort que l'intérêt était dans véritablement le besoin de savoir ce qui se fait en matière de décentralisation. D'accord. Vous savez, le travail à ce stade-là est un travail, j'allais dire, très peu perceptible par les citoyens, voilà, les citoyens lambda. Parce que nous sommes en train, vous l'avez dit tout à l'heure, de faire le soubassement. C'est un travail qui consiste à prendre une série de textes pour mettre en œuvre la loi organique, pour préparer les dispositions qui permettront le fonctionnement de la décentralisation. Et nous avons aujourd'hui pratiquement parcouru 90-95% de chemin. Oui. Mais à chaque étape, on a vu que les locaux participaient. Par exemple, à l'étape de Mouila, le gouverneur nous a suggéré, et nous avons accepté, d'organiser un séminaire ultérieurement qui réunira et les autorités décentralisées et les autorités déconcentrées pour regarder les relations entre la tutelle et le principe de libre gestion. Effectivement. Ce que nous envisageons de faire ultérieurement. À l'étape de Makoko, on a vu aussi davantage ce besoin de faire des collectivités locales, des entités économiques pour développer un territoire qui dispose de beaucoup d'atouts. À l'étape d'Oyem, en plus de tout ceci, le point d'ordre a été l'exposé sur ce projet de la zone de 3 frontières. Oui, comment associer le Cameroun, la Guinée équatoriale et le Gabon? Voilà. Alors là, nos chefs d'État avaient déjà pris la décision de faire de cette zone-là une zone où la prospérité serait partagée entre les 3 pays. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chacun des 3 pays doit poser des actes sur sa partie du territoire pour qu'il n'y ait pas des citoyens à 2 vitesses. Oui. Aujourd'hui, force est de constater que le sud du Cameroun est de plus en plus développé et vous avez beaucoup de Gabonais qui quittent le week-end ici pour aller faire leur marché au marché mondial. Oui. En Guinée équatoriale, à côté, là aussi, on constate un frémissement. Mais au Gabon, ça patauge encore, ça tâtonne un peu? Ça tâtonne parce que le projet était dans les tiroirs. Nous l'avons sorti. Nous avons lancé donc ce projet de développement de la zone de 3 frontières qui consiste pour nous à aménager le territoire gabonais qui jouxte le territoire camerounais et guinéen équatorial, de telle sorte que des activités économiques s'installent à notre frontière. Oui. Ne pas le faire serait accepter que la saignée actuelle
se poursuivent. La saignée, j'entends par saignée, la saignée financière, parce que Effectivement. chaque fois que le produit rentre chez nous, c'est De en l'argent qui contrepartie sort. de l'argent qui sort. Et si on n'arrête pas, ça va contaminer les ressources humaines. De quelle manière? Vous avez la zone d'Oyem, Bitam, qui n'a pas beaucoup d'activités économiques. Et donc, si on n'en crée pas, nos braves valides vivant dans cette zone iront travailler dans un premier temps au Cameroun ou en Guinée équatoriale. Oui. Et comme il n'y a que la rivière qui sépare et que les familles sont les mêmes, si ce mouvement-là n'est pas freiné, mais des familles entières gabonaises pourraient aller s'installer de l'autre côté, chez les parents. Oui. Déjà que nous sommes à peine 2 millions d'habitants. 2 millions d'habitants. Voilà. Et donc, le but du projet, c'est de faire en sorte que notre berge d'une thème devienne aussi prospère que de l'autre côté. Effectivement. Et je voudrais saluer le ministre Biendi, qui l'a déjà perçu, qui a déjà installé du côté des Boros des entrepôts frigorifiques. Voilà. Monsieur le ministre, est-ce que quand vous êtes allé sur place, vous ressentez que ces autorités locales-là, elles ont perçu la nécessité finalement de se réapproprier, pourquoi pas, ces prérogatives, de ne plus tout attendre de l'État-providence? Les autorités locales sont tout à fait sensibilisées. Et, nous avons eu le privilège de participer à une foire transfrontalière. J'étais accompagné par des présidents de collectivités locales du côté gabonais. Oui. Et du côté camerounais, il y a même une institution qui s'appelle le FEICOM, qui accompagne les communes et qui a préparé un produit financier pour financer spécifiquement les investissements que les communes frontalières font. Et le président du conseil départemental d'une thème Habitam avait même posé la question de savoir si le FEICOM ne pouvait pas financer des activités de Bitam. Nous lui avons expliqué que le FEICOM est une institution purement nationale camerounaise. Mais peut-être l'occasion de s'en inspirer, puisque l'État camerounais est bien avancé sur ces questions de décentralisation. La loi organique prévoit pour le Gabon une institution similaire qui s'appelle le Fonds de péréquation de collectivités locales. Comment il sera financé, ou du moins, où trouvera-t-on l'argent? Alors, il y a déjà au niveau du Trésor un compte Fonds de péréquation de collectivités locales, un compte. D'accord, qui est différent du FID. Alors, différent du FID. Et ce compte va donc être logé dans une institution financière qui, si les autorités le permettent, fonctionnera comme une banque de manière autonome, pourra aller chercher des fonds à l'extérieur du pays pour les investir dans la décentralisation, comme ça se passe ailleurs. Est-ce que vous pensez, Monsieur le ministre, que cette campagne d'information qui vous a permis de parcourir certaines provinces, plusieurs provinces du territoire national, suffit-elle à donner finalement les outils nécessaires à ces dirigeants locaux, à ces conseils municipaux et départementaux, ou il faudra autre chose? En matière de réforme, il faut toujours expliquer, expliquer et encore expliquer. Et en plus, à chaque étape de la réforme, il faut vulgariser ce qu'on fait. Donc je pense que nous avons l'obligation pédagogique de repartir régulièrement sur le terrain pour expliquer ce qui se fait, jusqu'à ce que les choses prennent corps, que les services soient transférés, que désormais, dans un avenir de rêve peut-être, on puisse, à partir de Mekambo... peut-être pas aussi lointain quand même, Monsieur le ministre, pour nous rassurer et pour rassurer les Gabonais. Avec l'évolution de la technique, les temps sont raccourcis. Par exemple, en ce moment, nous assistons à l'évolution de la fibre optique à l'intérieur du pays. La fibre optique transporte l'Internet, transporte des téléservices, comme le téléenseignement, comme la télémédecine. Donc, dans un avenir pas très très lointain, il ne sera pas illusoire de pouvoir être chez moi à Boumi et de se faire consulter par un prof agrégé de médecine ici à Libreville. Pourquoi pas, Monsieur le ministre? Actualité oblige, 2023 est, vous le savez, une année électorale pour le Gabon. Qu'est-ce que ce processus de décentralisation va pouvoir changer pour les futures joutes électorales, notamment pour les municipales et les départementales? Il faut que l'on rectifie les choses, madame. Nous sommes un ministère de la République. Nous ne travaillons pas pour les élections, nous travaillons pour le développement du pays. Les élections, c'est une étape, c'est une péripétie. Ça n'a rien à voir avec le processus actuel. Rien à voir, mais notre obligation, c'est d'apporter aux Gabonais un service plus efficient, plus rapide, plus efficace.
Et nous souhaitons que ça se fasse le plus rapidement possible. Est-ce qu'à ce niveau-là, on ne devrait pas être plus regardant sur ceux qui vont se présenter aux élections municipales, par exemple? Ça pose le problème du statut de l'élu local, Oui. effectivement. Parce que nous constatons que souvent, l'élu local, c'est quelqu'un de très populaire dans la contrée. Oui. Ce n'est pas toujours forcément un intellectuel. Un érudit, oui. Alors, la question, c'est de savoir, est-ce qu'il faut limiter le suffrage, le pouvoir du suffrage universel? Est-ce qu'il faut donner des critères intellectuels pour l'accès aux fonctions? Est-ce qu'on va vers cela, Monsieur le ministre? Je me garde de donner mon avis personnel parce que la question est encore à l'étude, mais le responsable de la collectivité locale, il est élu par les populations pour des critères que seuls les électeurs peuvent. Puisqu'on parle d'élection, Voilà. quand même. Monsieur le ministre, il faut noter la décentralisation, le processus de décentralisation au Gabon sur une échelle de 100. Vous direz que nous sommes à quel niveau? Je dirais que nous sommes à plus de 80% parce qu'après, c'est l'application. Le travail essentiel, c'est la production des textes, la production des normes. Et sur cette échelle de production des normes, je vous disais qu'on est autour de 95%. Après, maintenant, on passe à l'application des textes. Oui. Par exemple, au jour d'aujourd'hui, ce que nous attendons pour déclencher véritablement le processus, c'est la nomination d'un secrétariat permanent de la décentralisation et c'est la mise en place d'une administration au ministère, c'est-à-dire adopter les 3 directions générales, à savoir Direction générale de la décentralisation, Direction générale de la cohésion, Direction générale de l'aménagement et du développement des territoires. Une fois que nous disposons de ces directions générales, une fois que nous disposons du secrétariat permanent, on peut lancer des sessions de la commission provinciale, du comité technique et de la commission nationale. Et on a la décentralisation sur les rails. Et ce sera votre mot de fin, Mathias Otunga Osibadjo. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes donc ministre gabonais de la décentralisation, de la cohésion et du développement des territoires. Merci beaucoup, monsieur le ministre, d'être passé sur ce plateau de Gabon 24. Madame, merci de nous avoir donné l'occasion de célébrer à notre manière cette journée importante. Le ministère que nous avons est encore le dernier né et donc nous avons pensé que plutôt que de se lancer dans des activités ludiques et autres, il fallait trouver l'occasion de venir à Gabon 24, parler de cette journée, dire que cette journée, c'est l'occasion pour nos dirigeants de reconnaître le pouvoir des collectivités locales, de reconnaître la nécessité de faire en sorte que le développement parte aussi de la base et de freiner un peu le pouvoir de l'administration centrale qui est un pouvoir trop descendant. Merci beaucoup, monsieur le ministre de la décentralisation, et merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir été des nôtres dans le cadre de cette journée africaine de la décentralisation et du développement local. Je vous dis donc à très vite sur Gabon 24.